Bonjour, je m'appelle Jean Modin, je suis donc psychiatre et en principe je vous fais un des premiers cours en première année d'internat sur comment conduire un entretien. Ce que vous allez entendre n'est pas nouveau, vous savez déjà le faire et principalement, au fond, ce cours est destiné à vous montrer que tout ça vous le savez déjà et que plus difficile, ça sera sans doute de pouvoir continuer à rester vous-même dans ces situations aussi étranges que sont les entretiens psychiatriques. Comment commencer? Eh bien, c'est assez simple. Il faut penser qu'il est essentiel de vous mettre vous-même à l'aise et de permettre à la personne que vous recevez d'être à l'aise. Le problème principal, c'est l'accueil en psychiatrie. Et donc, euh, plus vous allez vers la personne, plus vous essayez de vous en rapprocher, mieux elle se sentira. Il y a un certain nombre de choses à ne pas faire. Il ne faut pas être distant en croyant être professionnel. Il faut ne pas ne pas paraître un petit peu trop prétentieux, ne pas introduire la personne en commençant par se taire et attendant que finalement elle réagisse en disant, ou même après, oui, je vous écoute. Il ne faut pas forcer le dialogue, il ne faut pas avoir l'air de comploter, il faut ne pas mépriser la famille qui l'accompagne, il faut dire qui vous êtes. Et d'une certaine façon, ne mépriser personne, euh, mettre en confiance, quoi. Montrer à la personne que vous allez être capable de respecter ses secrets, de le respecter lui-même, et demander aussi s'il souhaite que l'on rencontre sa famille ou pas, et la rencontrer si elle se présente avec son accord. Après, deuxième question, un petit peu plus difficile, c'est comment diriger l'entretien. Et là aussi, vous verrez que ce qu'il vous faut apprendre, surtout peut-être parce que vous êtes encore un petit peu mal à l'aise dans vos fonctions, il faut apprendre à ne pas poser des questions fermées. Il faut apprendre à ne pas trop diriger l'entretien, à le faire juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, au fond, ne pas faire un entretien policier ou un interrogatoire policier, à faire plutôt un entretien rogersien. Le maître de nous tous en psychothérapie, c'est Carl Rogers. Un entretien rogersien, c'est-à-dire un entretien assez libre dans lequel on sait se laisser affecter par le silence, dans lequel on suit les histoires que nous raconte le patient. On reprend de temps en temps, on ponctue ce silence, on préserve le rythme, on essaie de préserver le rythme d'une conversation, on se montre sincère le plus possible, et on reste neutre à bon escient. L'important, c'est de ne paraître jamais désengagé. Il faut paraître sincère, il ne faut pas paraître faussement neutre. Il ne faut pas rester dans le silence total, il ne faut pas cacher vos émotions. En gros, il ne faut pas faire comme si. Il faut savoir montrer aux autres que vous les écoutez, que vous êtes là, en nous donnant de temps en temps une direction, en reprenant parfois la direction des choses, en reposant une question. Bref, il faut ponctuer le silence. Parfois, c'est juste par un oui, par un ah bon. Et effectivement, deuxième chose qu'il faut apprendre à faire, c'est à intervenir. De quelle façon vous allez intervenir dans l'entretien? Là aussi, ça sera bien sûr une question de style. Certains auront tendance à trop interpréter, d'autres pas assez. Certains auront tendance à se placer trop vite, peut-être à la place du patient, et à ne pas l'écouter, au fond, en lui prenant sa place. D'autres en faisant semblant d'être un peu copain-copain. Tout ça, il faut s'en défier. Il faut apprendre finalement à intervenir assez peu, mais suffisamment pour montrer qu'on est là, à devancer quelque part la subjectivité de l'autre et à lui montrer qu'on est là pour protéger cette subjectivité. Il ne faut pas être dans la pseudo-mutualité, ne pas faire semblant d'être un copain. Il faut être donc capable aussi de reconnaître ses propres affects et parfois de les avouer dans le cours de l'entretien. Il faut être capable de préserver le mystère, de ne pas tout dévoiler, même si vous avez tout d'un coup eu le sentiment de tout comprendre, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Et puis, il faut savoir aussi que
souvent, vous ne pourrez peut-être pas comprendre, vous ne pourrez pas toujours agir, vous ne pourrez pas toujours intervenir. Il ne faut pas penser que vous êtes tout puissant. Il faut que vous puissiez compter sur les capacités propres du patient et, donc les utiliser, peut-être en responsabilisant le patient plutôt qu'en négligeant son propre engagement. C'est important de responsabiliser les patients. Après, vous allez vous poser encore une autre question, très simple elle aussi, celle de conclure. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour conclure? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se montrer satisfait de soi. Il ne faut pas simplement se montrer content de ce que le patient vous a vu et de ce qu'il vous a apprécié. Il ne faut pas non plus être indifférent, mais il faut être capable d'échanger quelques signes de reconnaissance. Et pour ça, souvent, il faut prendre un petit peu de temps supplémentaire. Si le patient s'est montré particulièrement en détresse, il faut être capable de lui montrer qu'on peut prendre encore plus de temps, même si ça a duré 1 heure, que ça dure 1 heure et 5 minutes. Ne pas le laisser partir sans qu'il ait le sentiment d'avoir conservé quelque chose de vous, quelque chose de rassurant. Et c'est la raison pour laquelle aussi il ne faut pas ne pas donner d'autres rendez-vous. Il faut toujours donner un autre rendez-vous, un nouveau rendez-vous quand vous laissez partir quelqu'un. Il faut toujours qu'il ait le sentiment qu'il pourra vous retrouver. Vous apprendrez par exemple que la plupart de leur temps, les patients le passent, bien entendu, hors des séances. Et qu'en dehors des séances, ils continuent parfois à penser aux séances, ou il se passe des tas de choses en dehors des séances. Et le fait de passer d'une séance à l'autre, d'un entretien à l'autre, fait que petit à petit, une direction va se tracer et qu'il aura aussi la perception d'une continuité, tout comme vous. Et vous travaillerez sur cette continuité. Il ne faut pas avoir le dernier mot. C'est important. Avoir le dernier mot en terminant l'entretien en faisant une ordonnance, avoir le dernier mot en croyant faire un bon mot, une plaisanterie. Non, il ne faut pas mettre le patient en boîte. D'une façon générale, d'ailleurs, il ne faut pas le plaquer dans une étiquette, mais il ne faut pas le mettre en boîte par un bon mot. Et souvent, le bon mot, c'est de garder une position médicale. Lorsque vous collez, lorsque vous adhérez à une position médicale, trop fortement, vous échouerez peut-être à donner du sens à l'entretien. Il ne faut pas garder une position médicale pour pouvoir créer un peu de sens. Bien sûr, vous allez conclure en signalant une direction, vous allez par exemple faire une petite synthèse de l'entretien que vous avez eu, mais surtout, vous allez devoir ponctuer pour créer un peu de sens. Ce qui va vous permettre d'ailleurs de revenir la fois suivante, soit sur ce qui a été dit, soit sur tout à fait autre chose, mais en ayant conservé quand même, quelque part, pour le patient, par devers lui et par devers vous, le souvenir que la vie, ça a du sens, et l'existence aussi. Revenons un peu en arrière. Et demandez-vous à nouveau comment vous allez faire pour diriger l'entretien. On avait dit, pas de questions fermées. L'entretien rogertien. Mais je ne sais pas si je vous ai vraiment aidé. Revenons en détail. Le fil conducteur, ça va être les histoires. Vous, dans votre tête, souvent, quand vous allez démarrer la psychiatrie, vous aurez l'idée de chercher des symptômes, de repérer des syndromes, vous aurez un modèle médical en tête. Or, ce qu'il va vous falloir apprendre, c'est à vous laisser guider, surtout par les histoires que va vous raconter le patient, parce que c'est ce qui fera apparaître du sens. C'est seulement quand il va vous perdre dans ces histoires qu'il va falloir revenir et à nouveau diriger l'entretien pour pouvoir remettre un petit peu d'ordre.
mais le fil propre des histoires du patient, c'est très important. La plupart du temps, lors du premier entretien, de cette façon-là, il va vous mener au symptôme. Il va vous présenter son symptôme comme quelque chose de très beau qu'il va vous falloir analyser. Il va vous le présenter dans le cours d'une histoire, et souvent vous comprendrez comment s'est formé le symptôme à partir du cours de l'histoire qui l'a précédé. C'est pour cette raison-là aussi qu'il faut respecter le rythme, préserver le rythme du silence, et puis des paroles, des ponctuations. La ponctuation, souvent vous n'oserez pas le faire au départ, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous allez dire de temps en temps oui, oui. De temps en temps, vous allez montrer votre étonnement. Ça va être une intervention un petit peu plus conséquente, comme ah bon? Parfois, manifester son étonnement quand on ne comprend pas le sens du symptôme, quand on ne comprend pas vraiment quel est l'ordre, quel est le fil que suit le patient dans son histoire, ben, cet étonnement est créateur et parfois même ça a valeur d'une interprétation. Et c'est la même chose aussi par rapport aux sentiments. Les histoires des patients sont presque toujours des histoires de sentiments, des histoires d'amour, des histoires de haine aussi, d'amour et de haine mélangées, etc. La plupart de nos histoires de psychothérapie sont des histoires d'amour, et c'est vraiment la matière de notre travail. Et c'est là-dessus que vous pourrez aussi, de temps en temps, reprendre, reformuler ce que le patient vous a dit, c'est-à-dire dire la même chose mais différemment. Et en le disant différemment, vous introduisez un petit peu de ce que vous avez pu entendre et vous le laissez rebondir. Et il reprend le fil de son histoire. Vous ne pourrez pas vous contenter d'être une sorte de miroir. Il y a des moments où vous vous engagerez un petit peu plus et se posera la question de l'interprétation. Lorsque vous donnez une explication, ce n'est pas une interprétation, vous dites par exemple quelque chose qu'il ne faut pas dire tel quel, mais le patient vous a montré qu'il entendait des voix, vous lui avez dit qu'il entendait des voix, il vous répond non, je n'entends pas de voix, mais plutôt c'est que ça parle de moi dans la télé. Et vous dites, mais peut-être que ça vous donne l'impression de parler dans la télé, mais que c'est votre cerveau qui produit ça. Ça, c'est une explication. Dire c'est votre cerveau qui produit ça, c'est une explication. Mais à dire vrai, c'est aussi une interprétation. Parce que lorsque vous lui dites ça, vous lui signifiez quelque part qu'il est malade. Ou en tout cas, que c'est produit par le cerveau et qu'il ne faudrait peut-être pas l'entendre. Tout ça, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Une interprétation, c'est quelque chose qui va ouvrir à une histoire. Il y a d'ailleurs une bonne distinction qui a été faite par un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur entre l'interprétation réductrice, qui se réduit à une explication. Vos voix sont le produit de l'activité de votre cerveau. C'est une explication, c'est un peu réducteur, parce que finalement, ça vaut pour tout, y compris pour notre conscience. Et puis l'interprétation instauratrice, celle qui ouvre un monde, qui vous donne du sens, et cette interprétation-là, elle pourra être très poétique. Hors de son contexte, elle pourra même parfois ne pas avoir de sens. Vous pourrez vous autoriser beaucoup de choses par rapport aux interprétations. Elles peuvent prendre la forme d'une question. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il entend des voix, vous pouvez lui demander, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais vous trouvez que c'est justifié? Ainsi de suite. Il faut finalement essayer de tisser un lien, de reconstituer des histoires et d'ouvrir quelque part à plusieurs réalités à la fois. Au fond, nous vivons tous dans une certaine illusion qu'il y a une réalité et pas plusieurs. Qu'il y a un monde réel et pas 10 000 réalités possibles. Alors je crois qu'il y a autant de réalités qu'il y a de personnes, et puis même à l'intérieur de chacun de nous, il y a quantité de réalités auxquelles on n'a pas toujours accès. Et lorsque nous y avons accès, elles peuvent être construites autour de mécanismes, d'une organisation de l'espace et du temps différente,
nos interprétations elles vont porter là-dessus. Elles vont permettre aussi à la personne de se repérer par rapport à l'imagination, la réalité imaginaire, par rapport au délire, par rapport à ce qui est considéré par les autres comme une réalité partageable, etc. Vous allez vous glisser avec ce fil conducteur de la réalité, sans parler trop, en laissant le patient s'exprimer, comment il donne du sens à sa réalité. Et à certains moments, vous pourrez intervenir pour pouvoir relancer la machine ou lui donner quelques clés. À dire vrai, rarement vous donnerez des clés. La plupart du temps, vous partagerez juste votre difficulté à comprendre. Je vous remercie. À la prochaine. La prochaine fois, l'entretien et la séance se portera sur l'entretien avec les personnes dissociées et l'entretien avec les personnes délirantes. Vous verrez qu'elles ont quelques spécificités et que cela peut vous aider à comprendre au fond comment conduire un entretien psychiatrique, même avec des gens qui n'ont pas de troubles psychotiques, qui ont des souffrances tout à fait partageables. L'entretien avec les personnes psychotiques nous apprend en vérité beaucoup de ce que ça signifie parler ensemble et se comprendre. Merci beaucoup.